faire un résumé des 2 réunions précédentes. Dans les précédentes réunions, nous avons vu que dans la société traditionnelle, la propriété n'était pas un droit naturel. La propriété dérive du droit naturel, mais pas directement un droit naturel. En fait, Dieu seul est le propriétaire des biens extérieurs. Et l'être humain, en fait plutôt l'espèce humaine, a un droit d'usage pour mener une vie honnête, une vie si possible vertueuse, mais avoir de quoi sustenter sa vie et avoir de quoi propager la vie. Donc, la propriété est toujours relative au bien commun. C'est une notion très importante. La propriété privée n'est pas incompatible, nous dit saint Thomas, avec le droit naturel, mais ne relève pas directement du droit naturel. D'autre part, saint Thomas dit bien, à la suite d'autres pères de l'Église, que l'excès du riche revient de droit naturel à l'alimentation des pauvres. Donc vous voyez que c'est de droit naturel, mais ça doit être issu de la volonté de celui qui possède. Donc on doit évidemment encourager ceux qui possèdent à donner. Et il s'agit de la morale naturelle de ça. Et effectivement, dans l'Église catholique, considère que c'est un péché mortel si un riche voit quelqu'un mourir de faim et ne fait rien. Dans la société traditionnelle, il y a une société organique. Elle est composée d'organes, alors on peut en citer quelques-uns, le clergé, l'aristocratie, la bourgeoisie, on l'a dit, c'est un organe de la société, la paysannerie, l'artisanerie, voici des organes qui composent la société. Et ces organes doivent tous concourir au bien commun. Et celui qui ordonne les organes au bien commun, c'est le roi. C'est l'autorité politique. Donc, aucun organe ne doit être disproportionné par rapport aux autres. Et ça génère de graves troubles dans la société quand un organe essaie de s'emparer du commandement. On l'a vu dans le premier chapitre à plusieurs reprises, par exemple avec la fronde, l'aristocratie et les parlementaires, enfin donc l'administration a essayé de s'emparer du pouvoir royal. On l'avait vu aussi avec Étienne Marcel, le prévôt des marchands de Paris, qui a essayé de s'emparer, qui a fait une révolution et essayé de s'emparer du pouvoir royal avec l'aide des autres grands bourgeois parisiens. Ce bref panorama de la première partie, vous le trouverez beaucoup plus en détail si vous allez voir le texte lui-même, qui se trouve sur Vive le Roi, donc, sur le site Vive le Roi. En ce qui concerne la deuxième partie, nous avons commencé avec la deuxième partie concerne la modernité et la bourgeoisie. Nous avons commencé par dire ce qui caractérisait la modernité. Et ce qui caractérise la modernité, c'est l'autonomie de l'homme. L'autonomie de l'homme, c'est l'homme qui se donne à lui-même, qui prétend se donner à lui-même sa propre loi. Et de cette façon, il s'affranchit de la loi naturelle, la loi de notre nature, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas commettre d'adultère, ne pas mentir, et puis aussi des lois positives, honorer ses parents, adorer Dieu. Hein, toutes les civilisations adorent la divinité. Alors peut-être qu'ils n'ont pas la révélation, mais l'homme est un animal religieux, on l'avait vu avec Bergson. La modernité prétend s'affranchir de toute cette loi naturelle. Et la loi révélée, bien entendu. Si on refuse la loi naturelle, on refuse aussi son auteur, donc Dieu lui-même. Et on refuse aussi ses ministres. Les ministres de Dieu sur terre, ce sont les rois de droit divin. Ils sont précisément de droit divin, ils vont édicter des lois, ils vont légiférer suivant la loi naturelle, la loi du Créateur. Et ils seront d'autant plus légitimes que leurs lois seront conformes, leurs lois positives seront conformes aux lois du Créateur, à la loi naturelle et révélée. Et on comprend alors la phrase d'Auguste Comte, un philosophe fondateur de la modernité politique, on va dire, qui dit que mon but, c'est lui qui parle, hein, mon but est d'organiser l'humanité sans Dieu et sans roi. Évidemment, cette phrase est plus connue sous la parole de Jules Ferry et effectivement un disciple d'Auguste Comte. Donc on comprend que Jules Ferry dit « Mon but est d'organiser l'humanité sans Dieu et sans roi ». Pourquoi sans roi ?
parce que le roi est précisément le ministre de Dieu. Alors, il y a des régimes qui réalisent plus la modernité. Et le régime qui réalise le plus la modernité, l'autonomie de l'homme, c'est la démocratie. Pourquoi ? Parce que pour la démocratie, la nation est souveraine, le peuple est souverain, l'homme est souverain. Et même les droits de l'homme, c'est l'article 3 dit, la souveraineté réside essentiellement dans la nation, par essence. Il n'y a rien au-dessus. Donc on voit bien que c'est un affranchissement, une autonomie de l'homme par rapport à Dieu et à la loi naturelle. Donc la démocratie, ce sont tous les régimes actuels. Et on ne peut pas opposer la monarchie anglaise, par exemple, à la démocratie. C'est une monarchie démocratique. C'est pas une monarchie de droit divin. Le roi n'est pas le représentant de Dieu. Il ne légifère pas. Il n'est pas le ministre de Dieu. Le roi est le représentant de la nation. D'autre part, la forme politique qui réalise le mieux l'autonomie de l'homme, eh bien, c'est la République. Alors pourquoi la République ? La République est égalitaire et libertaire, on va dire. Alors pourquoi ? Parce que si on refuse la transcendance pour justifier l'autorité, la transcendance de Dieu, eh bien, il n'y a plus de hiérarchie. Aucune hiérarchie est légitime. Et par exemple, même l'autorité des parents est attaquée. Hannah Arendt le remarque dès le début de la Révolution, l'autorité du père de famille, par exemple, est attaquée. La crise essentielle de l'humanité au XXe siècle résulte de l'abandon de l'autorité, nous dit Hannah Arendt. Les régimes totalitaires, c'est pas un excès d'autorité, c'est au contraire un défaut d'autorité qui ont permis l'avènement de ces régimes qui étaient complètement nouveaux dans le monde. Personne n'avait vu ça auparavant. D'autre part, non seulement s'il n'y a pas de transcendance pour justifier l'autorité, on aboutit forcément à l'égalité. Et s'il n'y a pas de transcendance d'une loi absolue avec un législateur absolu, eh bien, on peut faire tout ce qu'on veut et on revendique la liberté absolue. Égalité, liberté sont presque consubstantielles, sont une conséquence logique de l'autonomie de l'homme. Et il ne faut pas s'étonner de les voir revendiquées par la Révolution française. Juste peut-être une précision, quand Marc parle de royauté, il parle de royauté chrétienne, catholique. Effectivement, il y a eu d'autres royautés avant, et on pourrait dire que, donc, une monarchie, on pourrait dire que la monarchie anglaise, donc actuellement, sur la forme, ça pourrait être considéré comme une monarchie, puisqu'il y a bien un monarque à sa tête, sauf que sur le fond, au niveau de l'essence, ce roi-là n'a aucun pouvoir. Et donc, il ne respecte pas les commandements de Dieu, ou il ne peut pas les faire respecter, et donc ce n'est pas un roi au sens chrétien du terme. Ça reste un roi, mais c'est pas un roi chrétien. Nous, quand on parlera de roi, c'est le roi chrétien, évidemment, ou en tout cas qui respecte le droit naturel. D'autre part, quand Marc parle aussi de république, c'est vrai que ce sont des mots polysémiques, comme on avait dit la dernière fois pour la nation, et donc là, c'est dans le sens où on l'entend actuellement, du tout dans le sens qu'on lui donnait à la Renaissance dans la bouche de Jean Bodin, ou dans l'Antiquité, dans la bouche des Romains, où c'était la chose publique. Donc là, c'est vraiment la République telle qu'on la connaît maintenant. Il faut faire attention avec tous ces mots qui sont des mots un peu fourre-tout. Donc là, c'est dans ce cadre-là que Marc en parle. Alors, nous sommes arrivés au paragraphe 2.4, démocratie, propriété et bourgeoisie. Tout est désormais en place pour favoriser la classe bourgeoise. Sans existence officielle et sans régulateur, le bourgeois apparaît, selon l'image bien connue, comme un renard libre dans un poulailler libre. Effectivement, nous avons vu précédemment que la Déclaration des droits de l'homme ne connaît pas les communautés, ne connaît pas les organes qui constituent une société politique. Elle ne reconnaît pas la bourgeoisie, par exemple. Elle ne reconnaît pas la paysannerie en tant qu'organe. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne reconnaît que des individus. Donc, la bourgeoisie, comme les autres organes, disparaissent des radars. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont plus d'existence légale, ils ne sont plus représentés.
Mais il n'empêche que la bourgeoisie, ces classes-là, n'a pas disparu. Et ce sont des gens qui ont de l'argent et donc un certain pouvoir. Mais ils sont plus visibles. Et ils sont dans une société où il y a une égalité, on l'a dit, revendiquée, c'est vrai. On verra après ce que devient cette égalité, mais aussi, surtout, une liberté. Nous sommes dans une société de liberté avec des individus qui sont plus forts que les autres, qui appartiennent à une classe sociale, mais cette classe est invisible du point de vue légal. Et Jean-Jacques Rousseau, qui est pourtant un des pères de la Révolution, perçoit très bien le danger d'un gouvernement démocratique dont la classe bourgeoise ne peut que s'emparer. Voici ce que dit Jean-Jacques Rousseau. Jamais dans une monarchie, l'opulence d'un particulier ne peut le mettre au-dessus du prince. Mais dans une république, elle peut aisément le mettre au-dessus des lois. Alors, le gouvernement n'a plus de force, et c'est le riche qui sera toujours le vrai souverain. Et de fait, le premier souci de la bourgeoisie révolutionnaire consiste à sanctuariser discrètement la propriété au même titre que la liberté. De droit positif dans la société traditionnelle, la propriété privée acquiert le statut de droit naturel avec l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui dit « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. » Et donc, on va retrouver ici explicitement énoncés les deux paradigmes des deux types de sociétés dont nous parlait saint Thomas. Les oligarchies avaient comme finalité la richesse, la propriété, et les démocraties avaient comme finalité la liberté. Donc saint Thomas le dit. Et on retrouve avec les oligarchies et la propriété et la richesse, eh bien, la bourgeoisie, et on retrouve cette revendication de liberté avec la démocratie. Et ici, on a les deux, oligarchie, démocratie. Donc, il y a deux conséquences très, très importantes sur lesquelles on va revenir tout le reste du texte. Deux conséquences qui sont capitales, qui proviennent de cet article. Première conséquence, non seulement la propriété est sacralisée par son nouveau statut de droit naturel, mais associée à l'autre nouveau droit naturel de la liberté, elle n'est plus ordonnée à l'impératif traditionnel du bien commun et ne se trouve donc plus bornée par lui. La propriété devient libre de croître sans limite. Parce qu'effectivement, auparavant, la propriété était proportionnée, était moralement, accumuler trop de richesses, on l'a vu tout à l'heure, eh bien, c'était périlleux du point de vue de la morale. On risquait de se mettre en dehors de la morale. Et effectivement, le clergé rappelait que le riche devait donner. Il devait impérativement donner aux pauvres sous peine de péché mortel. Et donc, la propriété donc, est sacralisée. C'est un droit naturel maintenant. C'est plus simplement un droit positif dérivé du droit naturel. C'est un droit naturel. On devient libre de s'enrichir à l'infini. Il n'y a plus de limite. La deuxième chose qu'on peut tirer de cet article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est que le but de toute association politique, nous dit-il cet article, et donc le but de l'action politique, c'est la conservation de la liberté et de la propriété. Aussi, le pouvoir politique, désormais, est lié à la propriété, et il est subordonné à la propriété, puisque son devoir, sa mission, pouvoir politique, c'est de préserver la liberté et la propriété. Et la liberté pour la propriété de croître sans limite. On avait déjà soulevé le fait que le droit naturel, c'était aussi un mot qui était, du moins une expression, une locution qui était polysémique, elle a plusieurs sens. Et donc on avait déjà parlé du droit naturel des classiques, celui d'Aristote, de Cicéron, de saint Thomas d'Aquin, donc qui se place dans un référentiel d'hétéronomie par rapport à la loi divine, du droit naturel des modernes, du droit dit naturel des modernes,
qui lui a été donc forgé par Suarez, Grotius, etc. Et là, on en est en plein dedans. Donc, quand on parle de droit naturel dans ce texte-là, ici, c'est le droit naturel des modernes, hein, que Grotius avait qualifié de une qualité morale attachée à l'individu pour posséder ou faire justement quelque chose. C'est un droit qui est attaché à la personne. Et dans tout ce droit-là, le droit naturel, c'est la norme la plus haute, mais elle n'est plus du tout dans l'hétéronomie, on est dans l'autonomie de l'homme, avec une raison qui est détachée, en fait, du ciel, de la loi de Dieu. C'est l'homme qui fait son propre droit. Je pense que c'était important de le redire, parce que ça peut prêter à confusion, sinon cette notion de droit naturel. Et c'est un peu aussi la raison pour laquelle on avait parlé de Thomas Hobbes, qui lui aussi est un des pères du droit naturel moderne. 1789, ou la naissance de l'oligarchie au détriment du bien commun. Ainsi, la prise de pouvoir par la bourgeoisie, lors de la Révolution, se traduit-elle par l'application immédiate des principes de liberté et de propriété sacralisés. Au nom de la liberté de commerce, la loi Le Chapelier du 14 juin 1791 abroge définitivement les corporations. Ces associations permettaient à tous les hommes de métier de gérer leur métier avec une régulation interne qui empêchait la concurrence déloyale, un service qualité, donc on utilise un jargon actuel, un service qualité pour garantir la justice dans les transactions avec les clients, des salaires honnêtes qui permettaient à tous de faire vivre une famille, une protection sociale pour venir en aide aux membres blessés ou à sa famille s'il venait à mourir. Pire, la loi Le Chapelier interdit désormais toute association, toute revendication collective. Syndicats, mutuelles, etc., etc. Donc, on a les articles de la loi. Tu veux que je les lise, Marc ? Oui, volontiers. Alors, article 1er. La destruction de tout type de corporation de citoyens de même métier et profession étant l'une des bases fondamentales de la Constitution française, il est interdit de les rétablir de fait, sous quelque prétexte ou sous quelque forme que ce soit. Article 2. Les citoyens du même métier ou de la même profession, les entrepreneurs, ceux qui ont des magasins, les ouvriers et artisans de n'importe quel art, ne peuvent pas, quand ils se retrouvent ensemble, nommer un président, un secrétaire ou un syndic, tenir des registres, prendre des décrets ou des décisions, ni formuler des règlements sur leur intérêt commun supposé. Article 3. Il est interdit à tous les organes administratifs ou municipaux de recevoir une adresse ou une pétition sous la dénomination d'un métier ou d'une profession et d'y répondre. Article 4. Si à l'encontre des principes de liberté et de la Constitution, des citoyens attachés aux mêmes professions, arts et métiers prennent des décisions ou concluent entre eux des accords qui les conduiraient à refuser ou à ne mettre à disposition qu'à un prix fixe leur industrie ou leur travail, lesdites décisions, accompagnées ou non d'un serment, sont déclarées inconstitutionnelles et préjudiciables à la liberté et à la Déclaration des droits de l'homme et nulles et non avenues. Ceux qui enfreignent cette loi se verront infliger une amende de 500 livres et un sursis pendant 1 an à compter de l'exercice de tous les droits des citoyens actifs et de l'entrée dans les assemblées. Article 6. Si les dites décisions ou accords affichés ou distribués par circulaire constituaient une menace pour les entrepreneurs, commerçants, ouvriers ou journaliers étrangers susceptibles de venir travailler dans la région, ou pour ceux qui se contentent d'un salaire inférieur, tous les auteurs, les instigateurs et les signataires des actes ou des écrits seront punis d'une amende de 1000 livres chacun et de 3 mois de prison. Article 7. Si la liberté individuelle des entrepreneurs et des travailleurs devait être attaquée par des menaces de violence de la part de ces coalitions, les auteurs de la violence seraient poursuivis en tant que perturbateurs de la paix publique
Et enfin, article 8, les coalitions de travailleurs ayant pour but d'entraver la liberté que la Constitution accorde à l'industrie et de s'opposer aux décisions de police ou à l'exécution de jugements à cet effet seront considérées comme des insurgés et par conséquent punis. Donc, sous couvert de liberté, le monde ouvrier se trouve livré, sans défense, à l'exploitation bourgeoise. Aussi sombre-t-il dans cette effroyable misère du XXIe siècle qui a inspiré Zola. Donc c'est du 19e siècle. J'ai dit quoi ? Du 21e. Pardon, 19e siècle qui a inspiré. Voilà. Donc là, on vient de faire un tour d'horizon un petit peu de tout ce qui concerne le monde ouvrier, le monde des artisans, le monde corporatif. Et on voit bien que dans cette optique libérale stricte, effectivement, les travailleurs se retrouvent seuls, tout seuls, face à des forces qui les dépassent. Ils ne sont plus protégés en rien. Le fort peut violenter le faible dans le domaine économique qui n'a aucune autre ressource pour se défendre. Et là, on le voit dans la forme aussi de ce texte. Donc c'est un des premiers textes, une des premières lois votées par les assemblées révolutionnaires quand même. On le voit que c'est la fin de la société organique. Ils abhorrent, ils détestent, ils exècrent tout ce qui peut être organe et comment dire et défense des personnes. Hein, les organes défendent. Les organes ne sont pas. C'est l'interlocuteur de l'autorité politique, les organes. Sous l'Ancien Régime, personne n'est pas interlocutrice du roi directement. Elle le fait à travers une foultitude d'organes. C'est une société organique qui protège. Là, ce qu'on voit, c'est qu'on ne veut pas des organes. Et pourquoi il est pratiquement dit dans un des articles que si des travailleurs se vendent quelque part à un prix moins cher, eh bien, aucune association ne peut l'en dissuader. Donc c'est la course à la baisse des salaires et donc à la misère. Et effectivement, tout au long du 19e siècle, on le voit par exemple à Cherbourg. À Cherbourg, les femmes de marins sont obligées de se prostituer pour pouvoir nourrir leurs enfants. Parce que le marin ne gagne plus assez. Et en fait, les familles ne sont plus protégées, les personnes ne sont plus protégées. Et ça se fait au nom de la Déclaration des droits de l'homme. Et c'est explicitement marqué au nom de la Déclaration des droits de l'homme. Est-ce que c'est préjudiciable à la liberté ? Alors qu'est-ce qu'on voit ici ? On voit que avec un tel texte, ça ne peut profiter qu'à la bourgeoisie. Parce que le bourgeois, celui qui possède, peut se permettre de limiter les marges en compensant avec le volume. Les personnes qu'il va employer, ne sont plus protégés, ils n'ont plus un salaire fixe. C'est eux qui vont proposer de travailler au salaire le plus bas pour pouvoir être embauchés. Donc c'est quelque chose qui est catastrophique du point de vue social. Et effectivement, c'est ce qu'on voit avec la misère ouvrière au 19e siècle. On n'a jamais eu de misère comme ça dans le pays. Il n'y a jamais eu de misère comme celle-là. Et les enfants sont obligés de travailler. Mais en fait, c'est une marchandise comme les autres. Et d'ailleurs, ce souvenir du 19e siècle pèse beaucoup sur la mémoire des familles des Français. Et donc souvent, quand on va parler de la monarchie, de l'Ancien Régime, les gens nous disent « Non, mais avant, c'était affreux. C'était horrible. Avant, les gens étaient exploités, ils ne mangeaient pas à leur faim, etc. » Parce que la mémoire des familles ne remonte pas à la période pré-révolutionnaire. En revanche, il y a encore dans les mémoires familiales les difficultés de vie au XIXe siècle, et le socialisme a fait son lit de tout ça en fait. C'est-à-dire que face à cette misère,
Eux, ils ont proposé donc des solutions qui ne sont pas bonnes, on le sait bien, mais ils ont proposé des solutions là-dessus, et même la République a argumenté, la Troisième République a argumenté sur le fait qu'elle avait amélioré les conditions de vie des gens, dont les Français actuellement sont reconnaissants à la République d'avoir amélioré leurs conditions de vie, alors qu'elle les a à peine améliorées, mais qu'elle les avait très fortement dépréciées auparavant. Et donc ça, c'est un frein pour nous, parce que dans la mémoire collective, ce qui était dans le passé était très très dur avant la Troisième République. Les gens oublient que c'est sous la Révolution que la catastrophe est arrivée et que ce libéralisme très dur s'est instauré. Et ça, c'est très difficile à faire admettre aux personnes, et donc c'est un frein pour nos idées malgré tout. Oui, tout à fait. On se heurte à la mémoire des familles. Oui. Après, je voudrais juste faire un bémol c'est une parenthèse, mais sur Zola, malgré tout. Donc Zola, même s'il a, effectivement, il a décrit une effroyable misère, il l'a même surdécrit. Et donc, une petite parenthèse sur les soi-disant auteurs réalistes. Il faut voir que Zola a condensé et fortement noirci ce qui se passait quand même, dans le but justement d'améliorer plus de révolte. Donc il y a d'autres, c'est pas le moment d'en parler, mais il y a d'autres auteurs qui sont quand même plus proches de la réalité, Andersen, etc., Dickens. Mais attention à certains qui ont noirci à dessein, comme Zola ou comme Hugo avec ses Misérables. Il y a une autre chose qu'on peut dire aussi sur la loi Le Chapelier, c'est qu'elle criminalise ceux qui ont l'audace de vouloir restaurer l'ombre d'une corporation pour pouvoir réguler un peu le métier, pour pouvoir le rendre plus juste. Ils sont criminalisés. Ce sont des gens qui s'opposent à des perturbateurs de la paix publique. Donc, et ils sont mis en prison et ils sont soumis à de très lourdes amendes. Donc, personne ne peut rétablir des corporations dès que cette loi a été votée. Et d'autant plus qu'elle fait référence explicitement à la Déclaration des droits de l'homme et à la liberté individuelle. Sachant que c'est donc ce trouble à l'ordre public, comme on dirait maintenant, il repose non pas sur quelque chose de matériel, mais c'est la contestation idéologique des fondements de cette partie de la Révolution qui sont considérés à eux-mêmes comme une atteinte à l'ordre. Alors que normalement, on devrait qualifier de désordre à ce qu'il soit effectif. Mais là, ne serait-ce que contester l'idéologie de la Révolution au sujet des corporations, rien qu'en ça, c'est déjà considéré comme perturbateur de la paix publique. Donc on est déjà dans une vision idéologique qu'on retrouve maintenant. Si on n'est pas en accord avec l'idéologie ambiante, on fait du trouble à l'ordre public. Mais tout à l'heure, Marc, tu disais que ça avait été une des premières lois à passer, ce qui est vrai. Mais en fait, pour faire la jonction avec la suite du texte, la toute première loi qui annonce ça, c'est la nuit du 4 août 1789, que vous connaissez tous bien, où on parle de l'abandon par la noblesse de ses privilèges. Et là, il faut rappeler aussi cette nuit, puisqu'elle va faire le lien avec le monde paysan. Il faut savoir que cette nuit des privilèges, les nobles ont renoncé à leurs privilèges, les nobles qui étaient associés à la bourgeoisie, ceux qui avaient un intérêt. Dans ces privilèges, il y avait déjà des dettes qu'ils devaient à certains paysans, mais surtout, ils ont renoncé par là même au droit d'usage qu'on va développer derrière. Et avant la loi Le Chapelier qui a frappé le monde artisanal et le monde ouvrier, la nuit du 4 août a frappé le monde paysan, puisqu'elle a supprimé tous les droits d'usage ancestraux qui protégeaient le monde paysan. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Le monde paysan n'est pas épargné avec l'abrogation des traditionnels droits d'usage des ressources vitales, champs communaux, droits de vaine pâture et droits de glanage, qui protégeaient les plus pauvres. L'historienne Régine Pernoud, 1909-1998, rapporte: nous avons du mal aujourd'hui à imaginer la place tenue par les communaux dans les terroirs de France et, plus tard encore, car ils ont été lents à disparaître, la ténacité des paysans ayant
n'ayant cédé que peu à peu devant la rigueur des lois. Il y a peu encore, en Lorraine, on parlait de vaine pâture. Elle subsistait sous la forme des troupeaux qui pouvaient librement pâturer sur toutes les terres des paysans entre le temps des récoltes et celui des labours. La terre était considérée comme commune à tous, aussitôt rentrée la première récolte des foins et celle des blés. Tel était le régime général des campagnes avant la Révolution. Une pratique qui permettait aux non-possédants de subsister, d'avoir son petit cheptel à lui, et, tant par le droit de glanage et les divers droits d'usage dans la forêt que par la vaine pâture, de se suffire en fournissant à l'agriculture la main-d'œuvre saisonnière dont elle a le plus grand besoin. Ce n'est qu'avec le Code civil puis le Code forestier de 1827 que la propriété bourgeoise a réellement éliminé la propriété seigneuriale, ou pour mieux dire que la propriété devenue pleine et entière a éliminé le droit d'usage. Telle qu'elle était définie par le Code, puisant sa source au droit romain, la propriété du sol était désormais individuelle, absolue, soumise aux lois de l'achat et de la vente, comme tout objet de commerce. Alors, on peut même... le parallèle est très juste quand on souligne donc, qu'il y a un fossé entre donc, la propriété seigneuriale et la propriété bourgeoise, puisque la bourgeoisie, qu'est-ce qu'elle a voulu faire? Et ça fait le lien avec ce qu'on a vu la dernière fois. La bourgeoisie, on a vu qu'elle avait voulu prendre sa place dans les institutions et donc être reconnue. Ensuite, elle a voulu gagner la noblesse. Pourquoi? Non pas pour avoir plus d'honneur. Non, elle a voulu gagner la noblesse pour ne plus payer d'impôts. Et on a vu que c'était la première dérive de cette bourgeoisie qui, normalement, la bonne bourgeoisie, celle que l'on prône, encore une fois, on n'est pas contre la bourgeoisie, la bonne bourgeoisie, elle s'enrichit et ensuite elle participe à la prospérité commune par son enrichissement. Mais là, quel a été le mouvement général? Ça a été de gagner la noblesse pour être exonéré d'impôts. Mais le problème, c'est qu'il restait ce problème de la propriété terrienne, ce modèle qui était si agaçant et qui avait déjà été abattu en Angleterre, avec la fameuse querelle des enclosures. Et en Angleterre, le phénomène s'était passé bien avant, il avait commencé une centaine d'années avant, où on a ce phénomène des anciennes formules de propriété où on avait le seigneur du manoir qui avait des terres particulières et puis des terres communes. Et ça a évolué en Angleterre avec donc les enclosures, c'est-à-dire des terres emmurées dans lesquelles on a une propriété absolue. On enlève les paysans qui sont sur la terre et on fait ce qu'on veut de la terre. Voilà l'opposition entre la seigneurie, la propriété seigneuriale et la propriété bourgeoise. La propriété seigneuriale, elle respecte les droits d'usage, les terres communes, etc., tout ce qu'on a développé qui permettait donc aux gens d'avoir de nombreux droits pour subsister, des protections sociales. En revanche, le bourgeois, une fois qu'il a acheté les terres, lui, il veut, si vous préférez, les avantages de cette terre, ne pas payer d'impôts parce qu'il est devenu noble, avoir la propriété de la terre, mais il ne veut pas avoir la contrepartie qui participe du bien commun, c'est-à-dire les droits d'usage et les communs. Ça, il ne le veut pas. Lui, il veut que ce qui l'intéresse individuellement, et donc il va lutter contre ces droits, et donc ça arrivera même avant la loi Le Chapelier, c'est le 4 août 89. C'est au tout début, ça. Au tout début. Et ce qui est intéressant aussi dans ce texte de Régine Pernoud, c'est qu'en très très peu de mots, elle montre que dans l'Ancien Régime, le droit naturel, tel qu'il a été défini par saint Thomas d'Aquin dans la première partie, est absolument respecté. Et il est décliné sous cette forme-là, le droit de vaine pâture, le droit de glanage, le droit d'usage de la forêt. Et parce que ces biens extérieurs, nous dit saint Thomas, sont des biens qui ont été donnés à l'espèce humaine, qui en a l'usage.
Et là, on voit que aussi, comme le dit saint Thomas, que le droit de propriété traditionnel ne s'oppose pas aux usages, aux droits d'usage. Et il peut même se superposer. Et là, le possédant et le non-possédant vivent tous les deux de cette même terre. Évidemment, le possédant, eh bien, se ménage des moments pour les récoltes, pour faire pousser les plantes, mais entre les récoltes, cette terre appartient à tout le monde et permet de faire vivre tout le monde. Donc on est vraiment dans la société traditionnelle. Et c'est cette société qui est qui suit le droit naturel, qui va être violée par la révolution. La paysannerie et le monde ouvrier sont fortement pénalisés dès le début de la révolution par une grande bourgeoisie. Et là, je précise une grande bourgeoisie. Parce que en réalité, c'est vraiment la grande bourgeoisie qui en profite. La petite bourgeoisie, elle, va être aussi pénalisée que les autres. Et c'est ce qu'on va voir aussi. Non seulement le nouveau régime démunit ouvriers et paysans en les rendant libres d'être exploités et en les privant de ressources propres, mais la petite bourgeoisie elle-même est menacée. En effet, avec l'impôt censitaire, seule la haute bourgeoisie peut élire et se faire élire. Bonald explique alors la réorganisation de cette classe sociale apportée par la Révolution. Voici ce que dit Bonald. On se plaint avec raison de la ruine du commerce, mais peut-être faut-il en chercher la cause dans le commerce lui-même. Ce ne sont pas quelques fortunes colossales qui écrasent et humilient le petit commerce qui font pour l'État la prospérité du commerce. C'est un grand nombre de fortunes médiocres qui répandent une aisance générale. Donc pour Bonald, il est clair, pour faire le bonheur d'un État, il faut un grand nombre de fortunes médiocres parce que celles-ci dispensent une aisance à tout le monde. Et ce qui est nuisible, en revanche, ce sont des très très grandes fortunes, des fortunes colossales. Et il continue, Bonald. Autrefois, un commerçant enrichi s'empressait de quitter le commerce pour acheter une charge et passer dans l'état public. Il faisait ainsi place à d'autres commerçants qui, délivrés de cette concurrence, travaillaient avec plus de succès à faire leur fortune pour quitter à leur tour le commerce et faire place à d'autres. Parce que, effectivement, ce que dit Bonald là, c'est ce qu'on observait sous l'Ancien Régime, parce que les classes sociales n'étaient pas étanches, il y avait une circulation. Parce que justement, l'objet de toutes les classes sociales dans l'Ancien Régime, les classes sociales étaient ordonnées au bien commun. Et là, on voit le commerçant qui s'enrichit, alors c'est peut-être pas sauf lui, mais en tout cas ses enfants, rentrer au service de l'État public, acheter une charge pour servir l'État. Et ce qui permettait de libérer la place pour d'autres qui pouvaient s'enrichir à nouveau. Donc il y avait une ascension sociale qui était favorisée et qui était très très dynamique. Bonald continue. Aujourd'hui, le commerçant enrichi veut s'enrichir encore et ne voit point de terme au progrès de sa fortune. Il y a telle ville où un riche négociant est le tyran des plus petits commerçants qui ne peuvent faire aucune spéculation qu'il ne soit devancé par un homme à qui une immense fortune et des relations étendues donnent les plus grands avantages. Et si, par la constitution de l'État, ces mêmes hommes sont revêtus de fonctions publiques avec lesquelles, et même à la faveur desquelles, ils continuent leur commerce, s'ils peuvent être députés ou pairs et rester banquiers ou fabricants, on sent qu'il n'est plus possible de lutter contre une si redoutable concurrence. Parce que, effectivement, avec l'impôt censitaire, c'est-à-dire le fait de payer pour pouvoir élire ou se faire élire, et ce sont les plus riches qui y parviennent. Et une fois qu'on est élu, eh bien, on peut profiter de sa position pour se ménager les marchés. D'autant que si on est élu, on a un gros réseau et on est les premiers avertis des bonnes affaires. Donc voilà, là, le grand bourgeois, est jugé parti et va s'accaparer. Il est libre de s'enrichir, rappelons-nous. Il est absolument libre, il n'y a plus de limite.
Et ben, il va en profiter. Il a à la fois le pouvoir politique, il représente le pouvoir politique, et puis en même temps, il est le plus riche. Donc il écrase. Et il appauvrit toute la société autour de lui. Et Bonald continue. Cet empressement à quitter le commerce lorsqu'on avait fait une fortune honnête et suffisante avait un grand avantage en morale et en politique. Donc Bonald revient sur la situation sous l'Ancien Régime. En morale, en ce qu'il mettait un frein à la cupidité qui ne dit jamais « c'est assez ». En politique, en ce qu'il empêchait l'accumulation de fortunes mobilières qui toutes poussent à la démocratie, aident aux révolutions. Et nous en avons vu la preuve, et cependant tentent à détruire cette égalité dont les démocraties sont si jalouses. Donc ce que dit Bonald à la fin, c'est que le mode traditionnel, lorsque le bourgeois enrichi quittait la bourgeoisie pour se mettre au service de l'État en achetant une charge et en libérant sa place pour permettre à d'autres de faire des fortunes modestes tout le temps, hein. Ça limitait l'appétit qui ne dit jamais c'est assez. Cette situation a été abrogée et finie avec l'avènement de la Révolution française. Là, le bourgeois peut maintenant dire, la fortune du bourgeois peut maintenant croître sans limite. Ce qu'il faut rappeler juste, c'est que là, ce que veut dire Bonald, c'est que quand ils achetaient une charge publique, ils intégraient la noblesse de robe, en devenant notaire royal, avocat, procureur, avocat du roi, procureur, etc. Bon. Et en fait, à partir de ce moment-là, quand on avait la qualité de noble, évidemment, on n'avait plus le droit de pratiquer le commerce. Sauf quelques rares exceptions, sauf quelques rares exceptions. Et donc, c'est pour ça que ça mettait un frein à la course effrénée de fortune. À partir de certains niveaux de richesse, ces personnes aspiraient à gravir un échelon social au niveau de l'honneur, donc de passer dans la noblesse de robe. À partir du moment où ils y passaient, ils ne pouvaient plus pratiquer les activités lucratives qu'ils pratiquaient auparavant. C'est ça qui mettait un frein à leur cupidité. Et vous voyez, dans la dernière partie, en ce qui concerne la politique et l'accumulation des fortunes mobilières qui poussent tout à la démocratie, là, dans ce petit paragraphe, Bonald dit énormément de choses. Il dit que cette accumulation pousse aux révolutions, cette accumulation des richesses pousse à la démocratie, aux révolutions. Et on l'a vu, alors lui, on en a vu la preuve. Il parle de la révolution de 1830. Il écrit ça peu après la révolution de 1830. Quand il dit « et on en a vu la preuve », nous en avons vu la preuve, il parle de la révolution de 1830. Et il remarque aussi une chose sur laquelle nous allons aussi revenir, c'est que ces fortunes immenses détruisent l'égalité. Et il relève le paradoxe dont les démocraties sont pourtant si jalouses. Et c'est ça que nous allons continuer à expliciter. Bonald avait donc bien compris la liberté absolue de s'enrichir, associée à la domination politique, ne peut qu'aboutir à la concentration conjointe de la fortune et du pouvoir, tout en détruisant la petite bourgeoisie. La richesse illimitée implique un pouvoir illimité. Hannah Arendt résume l'aspiration bourgeoise à toujours plus de pouvoir. Elle nous dit, je cite, « Le processus illimité d'accumulation du capital a besoin de la structure politique d'un pouvoir illimité, si illimité qu'il peut protéger la propriété croissante en augmentant sans cesse sa puissance. » Ce système idéologique fondé sur la croissance simultanée du capital et du pouvoir est bien à l'origine de l'impérialisme européen du XIXe siècle. Je cite à nouveau, « Quand l'accumulation du capital eut atteint ses limites naturelles, nationales, la bourgeoisie comprit que ce serait seulement avec une idéologie selon laquelle l'expansion tout est là, et seulement avec un processus d'accumulation du pouvoir
correspondant que l'on pourrait remettre le vieux moteur en marche. En effet, pour satisfaire l'appétit insatiable des richesses d'une haute bourgeoisie, trop à l'étroit dans les frontières de l'État-nation, que devant l'Assemblée nationale, le ministre de gauche radicale Jules Ferry se déclare le partisan d'une expansion coloniale qui se fait par voie de trafic et de commerce. La même instrumentalisation de l'État par la haute bourgeoisie en vue de son enrichissement persiste plus que jamais aujourd'hui par le biais des multinationales qui infléchissent des décisions politiques au plus haut niveau. Régulièrement, des scandales éclatent quand ces influences sont mises à jour, comme dernièrement celui du vaccin de Pfizer, dont le prix d'achat a été négocié 25% plus cher que son prix de base par Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, pour 1,8 milliard de doses. Pire, ce contrat mirifique suscite de forts soupçons de conflit d'intérêts quand on sait que Heiko von der Leyen, son mari médecin, est le directeur médical d'Orgenesis, une entreprise qui collabore avec Pfizer BioNTech. Et donc, oui, on voit là complètement l'illustration de ce que dit Bonald. C'est-à-dire qu'on a un pouvoir politique qui est phagocyté par la bourgeoisie et qui favorise son propre enrichissement. Et là, on l'a vu avec la Révolution française. Avec la Révolution française, on a commencé par abolir les privilèges, aussi les privilèges des provinces, pour instaurer le libre commerce, le libre échange. Le territoire français est devenu le terrain de jeu de la bourgeoisie. Et puis quand on en a fait le tour, comme cette idéologie est fondée sur la croissance, alors ça c'est la théorie de Hobbes. Donc on a le dogme de la croissance. Regardez, nos dirigeants actuels sont toujours sur ce modèle-là. Hein, l'expansion, tout est là, le mythe de la croissance. Donc il y a un dogme, c'est la croissance. Et donc quand le territoire national des nations, des États-nations est trop petit, eh bien il faut déborder. Et on va demander au pouvoir politique, eh bien, d'organiser une colonisation de territoires qui sont vierges. Des territoires, enfin vierges, pas vierges de population, mais en tout cas vierges, non encore colonisés. Et cette colonisation faite par la Troisième République, c'est la colonisation de l'Afrique, de Madagascar, mais aussi de l'Indochine. Et cette colonisation va se faire pour, d'abord, et c'est Jules Ferry qui le dit, hein, pour favoriser le trafic et le commerce. C'est la raison pour laquelle la Troisième République fait à cette politique impérialiste. Ensuite, on voit qu'on voit sous la Troisième République, on le voit toujours actuellement, mais on le voit avec les super-États. On a abandonné notre souveraineté nationale, nous, avec le référendum de Maastricht. Et là, quelle est la souveraineté actuellement? C'est une souveraineté, d'ailleurs, qui n'est pas démocratique, c'est la souveraineté, européenne. Et celle qui se trouve actuellement à la tête, Ursula von der Leyen, pratique exactement ce que dénonçait Bonald dans la citation précédente, à savoir que des industries qui quittent à la tête donc d'un immense État, qui est l'Europe, que les industries viennent courtiser, maîtresse des contrats passés avec les industries et qui osent acheter, d'abord, qui imposent des doses vaccinales dont on sait très bien, n'était absolument pas prouvé, en tout cas à l'époque, qu'elles étaient efficaces. Donc on achète pour 1,8 milliard de doses, c'est carrément colossal. Et en plus, on les achète 25% de plus que leur prix. C'est une escroquerie extraordinaire, et qui devrait faire l'objet de poursuites. Mais non, aucune poursuite. Parce que ce sont des gens qui sont au pouvoir. Et on ne peut rien faire. Et on ne peut plus en appeler à la justice. Qu'est-ce qui peut être au-dessus de ces multinationales qui achètent le pouvoir politique? Et on ne peut pas en référer à une transcendance, à une morale supérieure. Non, il n'y a plus rien. Ce qui est intéressant de remarquer aussi, et Marc l'a dit tout à l'heure, c'est
c'est un système qui est en déséquilibre vers l'avant. C'est-à-dire que, là, Hannah Arendt nous précise bien, quand l'accumulation du capital eut atteint ses limites naturelles, nationales, la bourgeoisie est bloquée, en fait. Hein, elle est bloquée. C'est-à-dire que le système serait grippé. Il y a la nécessité de croissance, sinon tout le système s'effondre. Et donc, quand on a atteint les limites, on les fait tomber. Ainsi, la bourgeoisie sous l'Ancien Régime était contenue, elle était bloquée par les différentes règles. Et donc, on a voulu abolir toutes ces règles. Et puis, quand on est arrivé aux frontières nationales, on a été de nouveau bloqué par les règles des autres. Et donc, on est allé se répandre, faire une expansion vers des territoires vers lesquels on pouvait aller, parce que sinon, le système aurait été grippé. Et il y a toujours cette logique, donc, après, supranationale. Et quand Marc parlait de la Commission européenne, de sa présidente, n'oublions pas qu'à l'origine, l'Union européenne a été pensée comme un marché commun, c'est-à-dire qu'il faut que l'État, du moins pseudo-fédéral qui est à la tête de l'Europe, son but premier, son pilier premier, n'oubliez pas que c'est le pilier économique, de faire un marché, une zone de libre-échange économique. C'est-à-dire qu'on voit que notre bourgeoisie, là, elle a un terrain pour pouvoir mettre en œuvre ce qu'elle désire, c'est-à-dire les règles qui la favorisent et qui ne la contraignent jamais. En plus de ça, ce que Arendt ne dit pas forcément, là elle dit que pour protéger, entre guillemets, cet argent, il y a un pouvoir illimité. Mais il faut voir aussi qu'à l'époque du cens, comme disait Marc, il n'y avait que les gens qui étaient les plus riches qui votaient. Donc là, ils faisaient eux-mêmes la loi. Maintenant, vous pourriez objecter qu'il n'y a plus le cens. Néanmoins, si tout un chacun a le droit de voter actuellement, il ne faut pas oublier que c'est l'argent qui fait les campagnes politiques. Rappelons-nous, par exemple, des 40 et quelques unes de magazines d'Emmanuel Macron, du prix des campagnes présidentielles, des spots publicitaires, des staffs, des états-majors de campagne. Et donc, l'argent reste au-dessus du politique. Actuellement, on voit bien que le politique est l'étage inférieur de la très haute bourgeoisie. Il va être aux ordres d'eux. La bourgeoisie est l'autre nom de la société moderne. L'argent constitue bien la valeur suprême de la bourgeoisie, et cette nouvelle élite au pouvoir parvient à l'imposer comme finalité à toute la société, au point que l'ouvrier ou l'enfant d'immigré n'ambitionne que de devenir bourgeois à leur tour. Hannah Arendt encore souligne que les valeurs de cette élite moderne ont tellement imprégné la société que le mot de bourgeoisie ne saurait plus se limiter à la simple classe sociale. Je cite, « Étiqueter la bourgeoisie comme classe possédante n'est que superficiellement correct, étant donné que l'une des caractéristiques de cette classe était que quiconque pouvait en faire partie, du moment qu'il concevait la vie comme un processus d'enrichissement perpétuel et considérait l'argent comme quelque chose de sacro-saint, qui ne saurait en aucun cas se limiter à un simple bien de consommation. » Fin de citation. De fait, le contrôle du pouvoir politique des sociétés modernes par la classe bourgeoise, sous couvert de gouvernement populaire, est tellement total et sa finalité de richesse tellement partagée que l'historien François Furet, 1927-1997, conclut « La bourgeoisie est l'autre nom de la société moderne. » Fin de citation. Reste à comprendre comment cette minorité de la haute bourgeoisie parvient à maintenir un pouvoir politique démesuré et appliqué à son seul profit, ceci sans susciter de réaction d'indignation ou de révolte d'envergure. Alors pourquoi c'était important ce paragraphe ? Tout simplement pour montrer que ce qu'on disait au départ, il ne s'agit pas ici de la classe bourgeoise qui est visée, c'est l'esprit, c'est l'idéologie bourgeoise de la modernité. L'idéologie bourgeoise se confond avec celui de la modernité. Et là, François Furet le dit bien, quiconque conçoit la vie comme un processus d'enrichissement perpétuel
eh bien, participe de cet esprit bourgeois. Mais cet esprit, on le trouve en bas de l'échelle sociale autant qu'en haut. Et c'est pour ça que l'ensemble de la société est bourgeoise. Toute la société est bourgeoise. Oui, si on prend un exemple très concret, le footballeur dans les cités qui rêve de devenir une superstar rêve de s'enrichir, l'artisan boulanger rêve de posséder plusieurs boulangeries et de s'être enrichi, le notaire, etc., etc. Tout le monde, du moins une grande partie de la société rêve de s'enrichir, c'est le but premier, c'est la cause finale de beaucoup de personnes. Donc c'est l'esprit bourgeois, effectivement, qui préside. Et c'est sans limite, c'est surtout ça. Penser s'enrichir, c'est pas une faute, mais c'est un processus perpétuel, sans limite. C'est ça qui est la faute. Exactement. Donc 2.8, une puissance bourgeoise assurée par sa mainmise sur la presse qui façonne l'opinion. Les campagnes électorales, les campagnes idéologiques sont commandées par les États et relayées par la presse. Dès le début du XIXe siècle, la presse suscite l'intérêt du pouvoir bourgeois comme instrument de domination et de profit. Ne permet-elle pas le contrôle de l'opinion sous couvert de liberté ? Régine Pernoud commente. La presse, notre bourgeois le discerne clairement, va être l'agent le plus efficace de la vie économique, étant donné son pouvoir sur l'opinion. Il ne doute pas qu'elle tienne en respect, s'il le faut, la puissance politique adverse. Donc, la presse va être un outil dans la main du bourgeois pour augmenter la vie économique, et on voit que les publicités se font par voie de presse, et puis elle va servir aussi de contrôle de l'opinion politique, ou plutôt contrôle du pouvoir politique par l'opinion publique. Le pouvoir politique sera toujours lié à ce que pense l'opinion. Et on le voit à la Révolution de 1830, qui met à la porte le roi légitime Charles X, parce que le pauvre Charles X avait édicté 3 lois qui limitaient la presse et qui limitaient aussi pour le bourgeois de s'enrichir. Il y avait une limite, c'était les limites. Charles X a essayé de restaurer une société légitime, une société traditionnelle. Et il va essayer de recadrer la bourgeoisie, de la remettre, de la replacer dans ses justes limites, de la proportionner au tout. Que n'a-t-il pas fait là ? Dans le mois qui suit, une révolution éclate, favorisée par la presse, et il est mis à la porte. Quel pouvoir politique cette révolution de 1830 va-t-elle mettre au pouvoir ? Un usurpateur, Louis-Philippe, qui va devenir roi des Français, parce que lui n'a pas la légitimité. Il ne peut pas dire roi de France, c'est pas un roi de droit divin, mais il va instaurer une pseudo-monarchie, et cette monarchie va favoriser, elle est le pantin de la bourgeoisie. Donc on l'a appelé le roi bourgeois. Louis de Bonald relève le rôle prépondérant de la presse dans la révolution orléaniste de 1830, qui voit la chute de Charles X et le triomphe de la bourgeoisie absolue. Et voici ce que dit Bonald. Le commerce et l'industrie ont fait la révolution de juillet. La presse sans doute y a puissamment contribué, mais la presse aussi est une spéculation d'industrie et un objet de commerce. Et c'est uniquement pour soutenir cette industrie et son commerce qu'elle a fait sa révolution. Il faut être bien conscient de cette différence. Déjà, là, Marc vient de parler un petit peu des différences de régime. Donc, effectivement, Louis-Philippe d'Orléans, donc, qui était libéral, favorable à ces réformes industrielles, a été placé donc, sur le trône par ces puissances-là. Et d'ailleurs, il a pris comme ministre à chaque fois des financiers. Donc, on voit bien une césure et on voit bien que c'est une rupture. Ce n'est pas la même monarchie que la monarchie traditionnelle. C'est une autre monarchie constitutionnelle dont on parlait tout à l'heure. Donc c'est bien une monarchie parce qu'il y a un roi, mais ce n'est pas une monarchie chrétienne déjà, sous Louis-Philippe, puisqu'on n'obéit plus au droit naturel des classiques. Et en plus de ça, le roi ne règne, mais ne gouverne presque pas sous Louis-Philippe. Et quand il voudra gouverner un petit peu, il sera chassé. Il ne tiendra que 18 ans. 18 ans parce que son rêve était impossible. Dès qu'il voulait s'opposer à la presse, à la bourgeoisie,
eh bien, cela ne fonctionnait pas et au bout d'un moment, il a été chassé lui-même. Donc tout à l'heure, on avait parlé donc, de cet outil de presse qui est très important. À l'époque, il façonnait donc l'opinion publique des gens qui votaient par des moyens que l'on connaît, articles de fond, des caricatures, de la diffamation, etc., etc. De nos jours, ça participe toujours puissamment à forger l'opinion publique. On voit bien que les médias sont les maîtres de l'information. Il n'aura échappé à personne que la guerre en Ukraine est finie depuis qu'il y a eu les attaques au Moyen-Orient. Pas du tout. Évidemment que la guerre continue là-bas, mais pourtant les médias façonnent bien notre quotidien informatif. Donc ils ont une puissance colossale qui est au service de leur patron, tout simplement. Et donc ça, c'est très important de comprendre que cette presse n'est pas là pour défendre sa liberté, ni pour défendre l'information factuelle, véritable, mais qu'elle est là pour peser sur l'opinion. Alors, on en a eu une preuve récemment avec la comédie démocratique d'une presse libre cette comédie qui se révèle avec éclat lors des élections présidentielles 2017. N'assistons-nous pas alors à un battage unanime des médias en faveur du candidat de la bourgeoisie libérale, Emmanuel Macron, et cela durant plusieurs mois? Le parti pris est tellement manifeste que les journaux eux-mêmes se sentent obligés d'en rendre compte a posteriori, plus tard, à l'instar du monde diplomatique. Alors voici ce qu'on lit dans le monde diplomatique. Le succès d'un candidat inconnu du public il y a 3 ans ne s'explique pas seulement par la décomposition du système politique français. Inventeur d'une nouvelle manière de promouvoir les vieilles idées sociales libérales, qui ont valu au président François Hollande des records d'impopularité, M. Emmanuel Macron a trouvé dans les médias un solide point d'appui. Son histoire ressemble à un rêve d'éditorialiste. M. Macron plaît à la presse et à ses dirigeants. Et pour cause. Son discours libéral, europhile, atlantiste et moderniste évoque une synthèse des éditoriaux du Monde, de Libération, de l'Obs et de l'Express, qu'un acteur de théâtre expérimental aurait entrepris de hurler sur scène. Donc dans le monde diplomatique, on voit cette analyse. Qu'est-ce qu'on nous dit finalement? On dit que Emmanuel Macron, avec sa jeunesse, son allant, est chargé de rendre populaires des idées et des façons de faire qui avaient été complètement discréditées par le président précédent, François Hollande. Donc on fait exactement la même chose, mais avec un autre personnage, un autre acteur. Et effectivement, nous posons la question, acteur ou marionnette du pouvoir bourgeois et de ses médias? Toujours est-il que la presse ne donne que très peu d'écho aux multiples scandales qui s'égrènent au cours des mandats du président Macron. Et le sociologue Marc Loriol, qui est chercheur au CNRS, s'étonne que de telles affaires, dénoncées par des journalistes, mais hors presse, ne soient pas relayées et n'engendrent pas d'enquête parlementaire ou de poursuite judiciaire. Donc, Marc Loriol, qui est un chercheur que des scandales lors de la présidence Macron, ou maintenant des présidences Macron, qui éclatent régulièrement, ne donnent lieu, alors sont dénoncés par des journalistes, c'est vrai, mais tout le temps hors presse. Ils font des ouvrages pour ça. Ou alors on met un article et puis c'est fini, on n'en parle plus. Alors que normalement, ça devrait susciter des enquêtes policières, des enquêtes judiciaires. Eh bien non, il n'y a aucune poursuite judiciaire. Et voici ce que dit Marc Loriol. Les ouvrages des journalistes Laurent Mauduit et Marc Edeveld, des sociologues Monique et Michel Pinson-Charlot, du juriste Juan Branco et du député et journaliste François Ruffin ont relaté avec précision l'entremêlement hallucinant et luxuriant d'affaires, de conflits d'intérêts, de renvois d'ascenseurs, de lucratives carrières accélérées par la magie des pantouflages et des rétro-pantouflages. Ces ouvrages, donc je ne les ai pas cités ces ouvrages, mais j'ai cité simplement leurs auteurs, ces ouvrages n'ont pour l'instant pas fait l'objet de plaintes pour diffamation. Ce qu'on y lit est pourtant ahurissant.
profiter de sa position dans l'appareil d'État pour rendre des services à des milliardaires ou à des grandes entreprises en remerciement du soutien lors des campagnes électorales et pour ensuite y trouver en échange un poste semble devenir une pratique courante. Conjoints, frères et sœurs, anciens collaborateurs, riches sponsors forment une toute petite caste prompte à défendre des intérêts personnels. Donc le sociologue voit tout ça. Il voit des malversations, il observe des malversations avec un petit coup de projecteur fait par un livre. C'est tellement énorme que normalement, on devrait réagir. C'est un peu comme Ursula von der Leyen tout à l'heure. Il devrait y avoir des enquêtes qui devraient être faites. Eh bien non, pas du tout. Eh bien, ces livres disparaissent. Ils disparaissent des médias. Ces livres ne sont jamais apparus dans les médias d'ailleurs. Ce sont bien des journalistes qui les font, mais ils n'apparaissent pas dans les médias. Il n'y en a aucune publicité. Donc on voit bien c'est ce que dénonçait Bonal, il y a 2 paragraphes. Ce sont des gens qui ont à la fois le pouvoir politique et un pouvoir financier colossal, et l'un protège l'autre. 2.9, une puissance bourgeoise camouflée derrière la théâtralisation des combats égalitaristes. Pour masquer l'identité du véritable souverain et de son pouvoir colossal, le régime démocratique suscite et entretient la passion de l'égalité, présentée dans une démarche toute progressiste comme une lutte perpétuelle. Un ethnologue de la jeune démocratie américaine, Alexis de Tocqueville, 1805-1859, remarque en effet, je cite, « Les institutions démocratiques réveillent et flattent la passion de l'égalité sans pouvoir jamais la satisfaire entièrement. » Fin de citation. Et notre société ne voit-elle pas en effet sans cesse émerger de nouvelles luttes libertaires et égalitaires dont la promotion est assurée par les médias et financée par l'État et les entreprises. Ainsi, d'énormes moyens sont aujourd'hui investis dans des campagnes de propagande pour l'homosexualité, pour l'inclusion des personnes gays et plus récemment celle des personnes trans, le tout sur fond de combat contre l'autorité naturelle du père de famille rebaptisé « lutte intersectionnelle contre le patriarcat ». Il n'est pas jusqu'au genre des mots eux-mêmes qui échappent à la revendication égalitaire, comme si les mots avaient un sexe. Aussi, face à la déferlante de la passion égalitariste, les rappels rationnels de linguistes de renom comme Franck Neveu demeurent-ils vains. On peut citer quelques mots de Franck Neveu. Les mots n'ont pas de sexe, mais ils ont un genre qui est conventionnel et qui, en français, se répartit entre 2 pôles, masculin et féminin. Le genre est une catégorie grammaticale comme le nombre, l'aspect, par exemple, ou, dans les langues flexionnelles, le cas, c'est-à-dire la fonction. Ces catégories ont un rôle morphosyntaxique. Elles permettent d'établir les relations entre les mots au sein de l'énoncé, les accords par exemple. Elles n'ont aucun effet sur les représentations du monde. Si au restaurant je commande un lapin au pruneau, je ne demande pas qu'on me serve un lapin mâle. Si j'évoque les sentinelles qui gardent l'entrée d'un bâtiment militaire, je ne féminise pas les soldats qui occupent cette fonction. Il n'y a aucune corrélation à établir entre le genre des mots et le sexe de leur référent. Fin de citation. Oui, on peut en ajouter d'autres. Hein. Par exemple, lorsque on dit à Louis XIV, « Votre Majesté devrait faire ça, Sa Majesté devrait faire ça », on ne soupçonne pas, on ne dit pas que Louis XIV a des tendances de féminisation. Vous voyez, c'est complètement grotesque. Mais ce qui est important là-dedans, c'est que pourquoi on a fait ce paragraphe ici? C'est que tout à l'heure, Bonal disait, eh bien, la fortune, ces fortunes colossales qui se font, qui favorisent les révolutions, qui engendrent la démocratie, eh bien, sont contradictoires parce que avec la démocratie, il y a ce paradigme de l'égalité.
et puis des fortunes colossales tendent à toujours plus d'inégalités. Alors il faut donner le change par l'intermédiaire de la presse et aussi par qui va faire la promotion de combats égalitaristes complètement factices. Demander l'égalité, comme ils disent, de personnes trans avec des personnes qui ne le sont pas, c'est voir des catégories où il n'y en a pas. Vous voyez, donc on voyait des communautés, alors les communautés naturelles ont complètement disparu, et on fabrique des communautés artificielles, les personnes trans. Voilà, la communauté gay. C'est des choses qui n'existent pas dans la société. Ce sont des catégories qui ont été montées de toutes pièces. Il y a quelques années, un ami qui fréquentait un franc-maçon nous disait ceci. Et nous, on n'y croyait pas à l'époque. Hein. Donc ça fait maintenant une vingtaine d'années. Dans les loges, actuellement, nous parlons de l'homosexualité. Et il y a un plan en 3 parties. Dépénalisation, banalisation, promotion. Alors, inutile de vous dire qu'on est dans la période promotion. Mais il y a 20 ans, on était déjà dans la dépénalisation. Donc, on voit bien, il y a une espèce de convergence entre les appétits de la bourgeoisie à toujours plus de richesse, à toujours plus de pouvoir, et en même temps, une convergence donc avec des idéologies qui sont destructrices de l'ordre naturel. On parlait de la franc-maçonnerie, et là on voit bien que la franc-maçonnerie a un aspect religieux. Il y a une religion maçonnique avec des rituels maçonniques, avec un sacrement ou un simili-sacrement qui est l'initiation, une sorte de baptême pour rentrer dans l'ésotérisme. Donc on voit bien qu'il y a une instrumentalisation, une convergence de plusieurs facteurs, mais pas d'un seul facteur. On peut faire le lien aussi avec donc le début du texte qui nous dit que pour masquer, pour mettre en paravent les activités du véritable souverain, donc on entretient des passions sur des sujets qui sont factices. Ça renvoie au texte qui est également publié sur Yves Leroy, qui a trait au moteur de la révolution, c'est-à-dire qu'on va créer parmi les gens qu'on veut dominer des divisions factices, mais grâce auxquelles ils vont se diviser, et c'est cette division qui nourrit aussi le système démocratique. Donc je vous renvoie à notre texte, donc principe du moteur de la révolution. Je pense que là, le rapprochement est pertinent à ce stade. Et ce sont des divisions donc factices qui ne touchent pas au fond du problème, mais qui permettent aux gens d'être occupés. Pendant ce temps, l'identité, pour reprendre les termes du texte, du véritable souverain et de son pouvoir colossal sont masquées. On ne s'en occupe pas. Et même si la presse le voyait, évidemment, elle n'en parlera pas ou à de très rares occasions. Mes amis, si vous souhaitez faire une action pour nous soutenir, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine sortie. Aimez et commentez la vidéo. Partagez-la et soyez un média de notre message. La fleur de lys refleurira. Dans les cœurs, elle s'ouvrira. Pour que vivent nos provinces, pays de France. Vive Dieu et vive le roi, nos espérances.